Bonjour, bonsoir plutôt. L'Institut France Alzheimer, qui est un organisme de formation de l'Association France Alzheimer et maladies apparentées, a mis en place un dispositif spécial pendant le confinement. Il s'agit donc de conférences en ligne dont l'objectif est de répondre aux professionnels aux professionnels de santé, à leurs questions. Et le sujet que l'on m'a demandé d'aborder est celui de la fin de vie et du deuil. Je vais parler pendant une vingtaine de minutes et ensuite il y aura 10 minutes de questions-réponses. Alors, pour me présenter, d'abord je suis psychologue clinicienne. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années en soins palliatifs il y a très longtemps. J'avais écrit un livre sur mon expérience qui s'appelait La mort intime. Ensuite, un autre livre que je cite parce qu'il s'appelle Le souci de l'autre, et c'est un livre dans lequel je me suis beaucoup penchée sur la souffrance des soignants et sur ce métier très particulier qui est de prendre soin de l'autre, prendre soin d'une personne malade, d'une personne âgée, d'une personne en fin de vie, et qui est particulièrement difficile dans un contexte comme celui dans lequel nous sommes dans notre modernité, qui dénie la mort. C'est donc compliqué pour les soignants d'accompagner des personnes dans un environnement dans lequel, au fond, la mort est une question qui est mise de côté. Et que la réflexion que j'ai menée aussi ces dernières années sur l'amélioration de la fin de vie dans les EHPAD avait pour objectif justement de rappeler effectivement aux soignants que prendre soin d'une personne âgée, c'est prendre soin d'une personne qui nécessairement pense à sa mort. C'est dans la pensée des personnes. Ces personnes se sont plus proches, peut-être que quand on est plus jeune, de la mort. Elles y pensent, elles y réfléchissent. Parfois, elles ont même des désirs, et elles sont entourées souvent de jeunes qui n'osent pas aborder ces questions avec elles parce que on est collectivement, je dirais, sous ce déni de la mort qui fait beaucoup de dégâts. Donc, dans le contexte de cette pandémie, ramène évidemment la question de la mort on pourrait dire au premier plan. Et j'ai été très attentive à tout ce que j'ai entendu ces dernières semaines. J'ai lu le journal de d'Ève Guillaume, le journal du confinement d'Ève Guillaume, qui est une psychologue qui travaille dans un EHPAD de la Seine-Saint-Denis. J'ai aussi été à l'écoute de beaucoup de directeurs d'EHPAD qui me parlaient de leurs difficultés, aussi de ce que vivaient leurs équipes. J'ai entendu beaucoup de souffrances, des soignants qui craquent parce que d'une part, ils ont été brutalement, je dirais, confrontés à une situation totalement inhabituelle, celle du confinement de personnes âgées qui se retrouvaient du jour au lendemain coupées de leurs habitudes, de leur rythme de travail, coupées de leurs amis à l'intérieur de l'EHPAD, coupées aussi de leur famille. Ça a été d'une violence extrême pour les soignants qui étaient témoins de cela. Je sais que dans les unités protégées, on m'a beaucoup dit que ça se passait peut-être un peu mieux. C'est aussi peut-être que justement on n'a pas réussi aussi à empêcher les personnes d'aller et venir. Peut-être aussi que ces conditions de confinement ont été mieux vécues par des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer plutôt que celles qui avaient toutes leurs facultés cognitives. Néanmoins, les soignants ont souffert aussi de la confrontation avec les familles, des familles qui ont très très mal vécu le fait de ne pas pouvoir rendre visite à leurs proches avec tout ce que ça impliquait de douloureux, de culpabilité.
certaines familles n'ont pas pu accompagner un proche mourant, n'ont pas pu voir le corps, n'ont pas pu d'ailleurs aller aux obsèques. On sait que tout ce qui s'est passé au début de cette pandémie, avant que les mesures de visite s'assouplissent, vont laisser des traces très profondes, bien sûr au niveau des familles, mais bien sûr aussi au niveau des soignants qui en ont été témoins. Les mots que j'ai entendus, c'est que l'épidémie nous condamne à nier l'humain. C'est très important parce que dans mon livre Le souci de l'autre, je m'étais rendu compte à quel point la profession de soignant est une profession qui est ancrée sur l'humain. Et donc, ce qui s'est passé là est quelque chose qui aura des conséquences graves. Les soignants aussi ont souffert d'avoir le sentiment d'être abandonnés des pouvoirs publics, malgré les alertes n'ont pas été suivies souvent des faits. Elles sont longtemps restées sans réponse. Le manque de matériel, le manque de blouses, de masques, et le fait aussi que les morts à l'intérieur des EHPAD n'ont pas été comptabilisés pendant longtemps. Il y avait aussi cette angoisse collective liée à la contamination. Est-ce que je vais être contaminante ou est-ce que je vais être contaminée? Les dilemmes aussi que certains soignants ont eu entre le souci tout à fait légitime de se protéger, de protéger ses proches, ses enfants, et puis le souci justement de l'équipe, ne pas laisser tomber une équipe, ne pas laisser tomber des résidents auxquels on s'est attaché. Voilà, toutes ces souffrances sont des souffrances auxquelles on a essayé bien sûr de répondre par un numéro vert, par des plateformes d'écoute. J'ai su malheureusement que ces moyens n'ont pas été aussi utilisés qu'on aurait pu le souhaiter. Et j'en parlais avec Pascal Chanvert, pas plus tard qu'hier matin, qui me disait, en effet, les soignants sont des soldats qui sont ils vont au feu, hein, ils sont dans l'action, ils n'ont pas le temps, au fond, de prendre du recul, de parler, de s'occuper d'eux. Ils sont dans le surtravail, les heures supplémentaires. Et c'est un contexte de guerre, effectivement. Et donc, c'est peut-être maintenant, effectivement, qu'il faut vraiment se pencher sur la question du soutien des soignants parce que cette situation, avec le déconfinement, il y a une situation qui va durer, évidemment, parce que c'est un déconfinement partiel. Prendre soin des soignants va donc être extrêmement important, bien sûr au niveau du volet public, hein, la reconnaissance de ce métier, la valorisation de ce métier, mais aussi l'aide psychologique à apporter, puisqu'il va y avoir un contre-coup. On parle de stress post-traumatique, on parle de dépression, de risque d'insomnie, il va y avoir un contre-coup grave. Et dans ce que je voudrais aborder aussi, qui est peut-être plus spécifique aux soignants qui s'occupent dans ces unités protégées de patients atteints de troubles cognitifs, et c'est que ces visites qui commencent, qui sont mises en place avec les gestes barrières, ces soignants sont confrontés à des familles qui peuvent être en désarroi. Parce que le mode de communication avec ces patients, comme vous le savez, parce que vous êtes nombreux soignants à m'écouter, c'est un mode de communication qui passe par le contact tactile. C'est par le contact affectif. Et ne plus avoir ce contact à cause des gestes barrières, eh bien, ça peut jeter les familles dans un grand désarroi. Ce que je voudrais vous dire pour essayer de vous aider dans ce rôle que vous avez d'aider les familles aussi, c'est peut-être, et c'est sans doute ce que vous avez fait déjà, c'est de valoriser la force du regard et la force de la voix.
la présence s'exprime pas seulement par le contact, mais effectivement par le regard, par la voix. Et c'est très important aussi que les familles osent mettre des mots avec je dirais, les mots du cœur sur ce mode de communication différent qui peut tout à fait désorienter l'autre en lui disant ben, voilà, je ne peux pas te toucher parce qu'il y a cette pandémie, il y a un risque, parler de ce risque de contamination, mais je te regarde, tu peux voir dans mes yeux l'amour que je te porte, tu peux entendre dans ma voix, dans les mots que je te dis, à quel point je suis attachée à toi, combien tu comptes pour moi. C'est-à-dire inviter les familles vraiment à mettre des mots du cœur dans ces visites. Et donc, peut-être que certaines personnes peuvent être souvent assez pudiques. Je crois que le rôle des soignants, c'est vraiment de les inviter à parler de cette manière-là. Et cette façon de mettre des mots sur des gestes qu'on ne peut plus avoir, ça peut évidemment déclencher des émotions. Donc, de ne pas avoir peur aussi de l'émotion qui peut venir, de celle que l'on peut avoir soi-même en tant que, je veux dire, aussi bien le soignant d'ailleurs que la famille, c'est celle qu'on peut déclencher chez l'autre. Je crois que l'émotion, moi je valorise l'émotion parce que l'émotion est le signe même que le cœur est vivant et qu'il réagit. Je fais partie des psys qui pensent que, quelle que soit la détérioration des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, quelque chose reste intact à l'intérieur de ces personnes, dans les profondeurs de l'être. Et que c'est la raison pour laquelle il ne faut pas avoir peur de parler avec le cœur et de ne pas avoir peur justement de communiquer au niveau de l'émotion précisément. Je me souviens de quelque chose qui m'avait énormément frappée il y a des années. J'avais un ami qui a été allé voir son père qui était dans tout à fait la phase terminale de la maladie d'Alzheimer, qui ne reconnaissait plus son fils, qui ne parlait plus depuis 2 ans. Et je lui avais dit, mais pourquoi tu ne lui demandes pas ce qu'il fait encore sur Terre? Pourquoi il est encore là? Et le fils m'a dit, mais au fond, tu as raison. Et il est allé voir son père, il l'a regardé droit dans les yeux et il lui a dit avec beaucoup d'amour, il lui a dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu ne me reconnais plus, tu ne me parles plus. Et à ce moment-là, il a vu dans les yeux de son père un éclair de lucidité. Et pour la première fois depuis 2 ans, ce père lui a murmuré, a parlé et lui a dit, tu sais, ce n'est pas si simple de franchir le pas. Donc, parole qui était tout à fait adaptée à la question du fils. Et le fils était totalement bouleversé. Il m'a appelé peu de temps après et le père est mort 15 jours plus tard. Donc, je cite cet exemple parce que c'est pour montrer que quand les familles peuvent aussi aborder la question de la mort avec quelqu'un qui va partir, qui est peut-être proche de la mort, de lui dire, voilà, aborder la question de la mort, c'est aussi aborder le revoir, pouvoir dire, ben voilà, dire au revoir à l'autre. Je sais que beaucoup de personnes ne peuvent pas ou ne veulent pas rendre visite par peur de la contamination. On peut aussi suggérer à ces personnes de faire un enregistrement auprès des proches. Quand la personne arrive au dernier moment, enregistrer des mots d'adieu, des mots dits avec le cœur, justement. Et ces mots qui peuvent être diffusés à l'oreille de la personne avant de mourir. Tout cela, les soignants peuvent encourager les familles à le faire. Je crois que quand on peut faire cela, on se sent infiniment moins peut-être coupable que cet accompagnement ne puisse pas se faire dans les conditions dans lesquelles elle se faisait avant. Je voudrais dire un tout petit mot aussi des personnes, des soignants qui sont en contact avec des familles qui n'ont pas pu justement accomplir les derniers rites aussi, les rites aller aux obsèques, et de les encourager à faire
en famille, à faire ensemble un rituel symbolique. Parce que ce que on n'a pas pu faire normalement dans les temps, on peut le faire après, en utilisant des symboles. C'est toute la force du rite le rite est là pour apaiser, d'utiliser des symboles que l'on peut. Alors, on peut inventer son propre rituel. Moi, je sais que très longtemps, j'ai travaillé avec des soignants dans mes séminaires sur un rituel très simple qui consiste à allumer une bougie et de nommer la personne, son nom, de parler d'elle pendant que la bougie s'éteint doucement. On la met dans un pot en terre et on attend que la bougie s'éteigne doucement dans ce pot en terre et parler de la personne, lui dire ce qu'on aurait aimé lui dire si on avait été là, si on avait été proche d'elle avant sa mort, si on avait pu aller aux obsèques. Voilà, j'insiste beaucoup sur l'invention de rituels, car je sais par expérience que des personnes qui peuvent faire cela sont infiniment plus apaisées et que leur deuil donc ne sera pas un deuil impossible. Nous savons tous que les deuils impossibles sont extrêmement, je dirais, laissent des traces profondes. J'ai ces dernières années apporté un soutien aux psychologues irakiens qui travaillent auprès des réfugiés dans le nord de l'Irak, dans les femmes yézidis, les personnes qui n'ont pas pu faire leur deuil parce que les corps ne leur ont pas été, les corps de leur mari, de leurs enfants, ne leur ont pas été rendus, ils n'ont pas pu faire ces deuils. Eh bien, j'ai vraiment constaté avec ces psychologues que lorsqu'on les invite à faire un rituel symbolique, eh bien, ces personnes retrouvent une certaine résilience et peuvent repartir pour l'avenir. Donc, ça me paraît extrêmement important. Ça peut être, alors, il y a aussi un rituel auquel j'invite vraiment les soignants, peut-être pas tout de suite, mais peut-être plus tard, quand nous serons sortis de cette pandémie et qu'ils pourront se retrouver ensemble. Ils peuvent aussi faire un rituel collectif de deuil. Dans toute une équipe peut se réunir, nous le faisions en soins palliatifs, nommer toutes les personnes qui sont décédées pendant cette pandémie, pouvoir dire un mot pour chacun, ce qui fait qu'on a l'impression, quand on parle de la personne, que ce n'est pas une disparition, hein, on parle d'elle, on peut exprimer même une émotion et aussi dire peut-être ce que cette personne vous a apporté. Car toute personne que l'on soigne, que l'on accompagne, est une personne qui nous apporte quelque chose. J'aime beaucoup cette phrase que nos morts ne nous demandent pas tant de les pleurer, mais que de les continuer. Voilà, donc je termine donc sur puisque 20 minutes sont passées, et je suis prête à entendre vos questions. Allez, alors je vois qu'il y a déjà une première question. Non, pas encore. Difficile peut-être de poser la première question. Et alors, il n'y en a pas actuellement. Bon, puisqu'il n'y a pas encore de questions, je peux également vous parler d'un rituel que j'avais mis en place
il y a très longtemps, au moment de la pandémie du sida, avec l'association que j'avais créée, Sida et Ressourcement, nous avions justement, nous animions pour l'association Aide des rituels pour tous les compagnons, compagnes de toutes les personnes qui étaient mortes de la pandémie du sida. Et c'était un rituel collectif dans lequel nous utilisions justement les symboles dont je viens de parler. Et je me souviens d'un grand rituel avec 200 personnes et nous invitions les personnes à se lever deux par deux, à prendre une bougie, à dire le prénom de la personne qu'ils souhaitaient mettre dans ce rituel. La bougie était plantée dans une immense vasque remplie de terre. On plantait la bougie et chacun pouvait dire un mot de cette personne. Un mot du sentiment qu'il avait pour cette personne, mais aussi de ce que cette personne peut-être avait représenté pour lui, ce qui est une façon justement de nommer l'attachement. Et puis les personnes retournaient s'asseoir et deux autres arrivaient. Et c'est un rituel qui a duré, vous imaginez, je crois presque 2 heures. C'était donc beaucoup de larmes aussi, beaucoup d'émotions. Voilà, des rituels que nous avions mis en place dans un contexte justement de pandémie. Et ça peut inspirer les équipes, puisque c'était fait évidemment par l'association Aide, pour les bénévoles, mais aussi des soignants et aussi des proches. Il y avait beaucoup de conjoints, de conjointes, de personnes qui étaient décédées du sida. Alors voilà, je viens donc de répondre à cette question sur d'autres exemples de rituels symboliques. C'est autre exemple aussi, puisque les questions n'arrivent pas. J'avais une de mes patientes dont le père était mort, alors lui, d'un accident de tracteur dans un champ. Il avait été écrasé par son propre tracteur. Ça avait été extrêmement violent pour pour les enfants. Elles étaient 5 filles. Il y avait une mère et 5 filles qui sont restées dans un deuil très très difficile. Très difficile, pourquoi? Parce que la violence de ce décès avait créé une sorte de sidération et personne n'avait parlé ensuite de ce père. Et cette femme que j'avais en thérapie avait beaucoup d'événements violents dans sa vie qui apparaissaient. Et nous avions repéré que dans son histoire, il y avait donc cet événement violent de la mort de son père. Et je l'avais invitée à inventer un rituel. Et c'est elle-même qui l'avait inventé. Elle avait donc invité ses sœurs et sa mère au jour anniversaire de la mort du père, d'aller dans le champ, d'allumer un grand feu. Chacune avait écrit une lettre. Donc on voit bien aussi que ce qui n'a pas pu être dit au moment où ça aurait dû être dit peut être dit longtemps après. C'était des années plus tard. Chacune avait fait une lettre où elle exprimait ce qu'elle aurait voulu au fond dire à ce père lors de ses obsèques, puis qu'elle n'avait pas pu faire. Et ce jour-là, elles ont brûlé ces lettres dans le feu. Et ce que je peux dire au niveau, en tout cas, de cette patiente, c'est que tous les événements violents qui avaient arrivé dans sa vie ont disparu ensuite. Donc on voit bien quel est l'impact au niveau psychologique de ces deuils qui n'ont pas pu se faire. Alors une autre question. Bonjour, je travaille en USLD et UHR. Une des difficultés a été effectivement de rester dans la position de soignant tout en interdisant ou limitant le nombre et la durée de visites famille. Cela a créé un conflit de valeurs qui m'a amené à me demander quel était alors le sens du soin. Pouvez-vous me donner des conseils pour redonner du sens aux soins? Comment arriver à penser à nouveau le soin
dans ce carcan sanitaire. Je comprends bien votre question. Je comprends bien votre question, c'est parce qu'effectivement, le prendre soin est un prendre soin pas seulement du corps, bien sûr, vous le sentez. On prend soin d'une personne, c'est-à-dire une personne avec, un affectif, avec une pensée, avec des émotions, avec une âme, et que toutes les mesures sanitaires ont été prises, c'est des mesures qui ont été prises pour préserver la vie du corps, sans tenir compte de tout le reste. Et je comprends bien le dilemme dans lequel sont les soignants, parce que les soignants savent qu'ils soignent des personnes. Alors, je sais qu'il y a une créativité extraordinaire. J'ai entendu tout ce que les uns et les autres font en leur âme et conscience pour essayer justement d'injecter le plus d'humain possible, d'humanité possible, tout en respectant les consignes de sécurité. Je fais confiance à la créativité des uns et des autres. J'ai essayé un peu de répondre à votre question en vous disant que c'est par rapport à ces barrières justement du contact. On sait que c'est extrêmement dur pour un proche de ne pas pouvoir prendre dans ses bras un parent mourant. Je sais que certains directeurs d'EHPAD ont laissé faire ces gestes qui étaient des gestes que la famille assumait parce qu'elle n'imaginait pas de pouvoir faire autrement. Je sais qu'il y a eu, et je trouve que c'est se laisser guider par l'humain on n'en fera jamais le reproche. Mais on peut valoriser, comme je le disais tout à l'heure, on peut valoriser le regard, la voix, en disant à l'autre, j'essaye dans mes yeux de mettre tout ce que je pourrais mettre dans mes mains si j'avais le droit de te toucher. Vous voyez, une parole comme celle-là, peut-être voilà. Et je crois qu'en tant que soignant, vous pouvez aider les familles à parler comme cela. Voilà, je pense que qu'est-ce que je peux vous donner comme autre à ce moment-là, je crois que si on peut aider les familles à rester dans l'humain, à être proche de leur affectif, à ce moment-là, le soin a toute sa valeur. Difficulté aussi de ne pouvoir voir la personne décédée. Comment faire le deuil? Oui, ne pas voir le corps est très difficile. Nous savons que ce qu'on appelle les deuils impossibles sont liés souvent à cela, ne pas avoir vu le corps. Alors, ce que je préconise, c'est que quelqu'un a vu le corps, un soignant a pu voir le corps, puisque il y a ce geste extrêmement difficile dont les soignants se disent à quel point c'est cruel pour eux de prendre le corps, de n'avoir même pas pu faire la toilette mortuaire, qui est un rite d'hommage au corps d'une personne que l'on a accompagnée, soignée. Bon, justement, être présent dans les derniers moments, pour pouvoir justement prendre ce corps que l'on est obligé de mettre dans un sac en plastique, je veux dire, le soignant qui était là dans les derniers moments a vu le visage de la personne. Je crois que pouvoir communiquer à la famille ce que l'on a perçu de ce visage, est-ce que ce visage était apaisé? Généralement, dans la mort, les visages sont beaucoup plus apaisés qu'avant. Et je crois de pouvoir le dire, votre parent avait un visage apaisé, cette parole-là vous fait un bien fou en communiquant à la famille. Donc, alors, comment aider les soignants à dépasser leur réticence à oser parler de leurs ressentis? Contexte d'un établissement où le faire prime et la parole a bien peu de place. Alors, je ne sais pas si c'est une psychologue qui me pose la question. C'est souvent le rôle des psychologues, justement. Bon, c'est justement le rôle des psychologues, peut-être, précisément là, peut-être de montrer aux soignants qu'ils peuvent exprimer leurs ressentis.
que ce sont des humains précisément, donc ils ont des ressentis et que c'est au contraire quelque chose, partager des ressentis, c'est peut-être ce qui peut faire le plus de bien. Je me souviens de cette femme qui m'avait parlé, communiqué, témoigné il y a des années du bien que lui avait fait le regard d'un médecin qui était embué de larmes au moment où lui est annoncé le décès de son enfant. Elle m'a dit, Madame, vous ne pouvez pas savoir ce que d'avoir des larmes dans les yeux du médecin, comme ça m'a fait du bien. Donc il faut valoriser le partage de l'émotion, parce que nous sommes tous des humains. C'est ce que nous avons en commun. La mort nous affecte, surtout la mort de personnes auxquelles nous nous sommes attachés, soit par le soin, soit par la vie. Tout simplement, le fait d'être affecté est naturel. Un soignant a le droit d'être affecté. Et je crois que c'est peut-être effectivement le rôle des psychologues de donner cette permission, parce que effectivement, il y a souvent dans les institutions, dans les établissements, une sorte je dirais, de pudeur, de masque que l'on met, qui protège aussi, bien sûr. Hein. Mais exprimer une émotion peut, au contraire, faire du bien. Donc, voilà. C'est surtout dans un contexte, justement, de fin de vie et de deuil. Bien sûr, exprimer une émotion ne veut pas dire déborder l'émotion. Souvent, l'émotion, elle est discrète, mais elle est là, et pouvoir la montrer, ben, c'est important. Quelle est la place de la fin de vie et du deuil en entreprise? Auriez-vous une expérience à nous communiquer? En entreprise. Oui, alors c'est vrai qu'en entreprise, vous savez qu'aujourd'hui, quand un salarié perd un proche, il a 3 jours pour faire son deuil. Il n'y a pas de visibilité du deuil, on ne porte plus le deuil, on ne porte plus le noir, il n'y a plus de signes. Souvent, un salarié se rend compte que, à moins des quelques proches auxquels il a pu dire qu'il est en deuil, souvent on ne le sait pas. C'est une sorte d'anonymat, hein, en tout cas ça fait partie justement des dégâts du déni de la mort dans notre société. Je pense qu'une entreprise qui peut, je dirais, faire savoir à ses salariés qu'on peut dire que l'on est en deuil, que l'on peut peut-être aussi mettre en place ce qui permet aussi d'avoir le temps de faire ce deuil. On ne peut pas être aussi performant quand on est en deuil et on demande actuellement, c'est vrai, dans l'entreprise, on a 3 jours pour faire son deuil, après il faut être aussi performant qu'avant. Il y a quelque chose de tout à fait cruel et irréaliste dans cette, bien sûr. Donc, je pense qu'en entreprise, on peut aussi faire passer le message qu'une personne en deuil, eh bien, on le sait. On sait que cette personne peut vivre un moment difficile, peut même avoir des signes, je dirais, des insomnies, des signes physiques même. Je dirais, le deuil, c'est une expérience qui prend du temps et qui peut prendre toutes les formes d'une maladie alors que ce n'est pas une maladie. Hein. Mais être attentif à cette fragilité du deuil, hein, cette vulnérabilité, nous sommes tous vulnérables, bien sûr, mais quand on est en deuil, on peut être pendant une période particulièrement fragile et que c'est bien que dans une entreprise, on soit attentif à cela. Que pensez-vous de prendre en photo le visage du défunt et la conserver pour que la famille puisse la demander quand besoin, en pratique? Eh bien, c'est une question, oui, que l'on m'a posée déjà. Je pense qu'on peut demander à la famille, peut-être en amont, si elle souhaite, au cas où justement le décès se produirait en l'absence de la famille, si elle souhaite que l'on prenne une photo.
Je pense que c'est une très bonne idée, effectivement. Et il y a des personnes, peut-être des familles, qui vous diront, peut-être qui peuvent dire non. Mais je pense que dans la mesure du possible, il faut essayer de poser cette question en amont. Voilà. Nous professionnels, est-ce que nous pouvons parler de deuil à faire? Bien sûr, bien sûr. Il y a quand je travaillais en soins palliatifs avec des professionnels de santé et nous avions à peu près 5 décès par semaine, une vingtaine de décès par mois, nous parlions de deuil à faire parce que ces personnes que l'on accompagne, même si c'est peu de temps, eh bien, elles ont compté pour nous. On peut s'attacher à une personne, c'est une personne qui, voilà, qui et il peut y avoir un deuil à faire, effectivement, selon les soignants, je pense qu'on peut parler de cela. C'est pour ça que nous avions un rituel laïque de deuil dans l'unité. Une fois par semaine, nous avions une réunion et tous les soignants étaient invités, les soignants, les bénévoles aussi. C'est une réunion que je menais en tant que psychologue et nous nommions la personne, nous parlions d'elle, de cet accompagnement. Nous avions un cahier dans lequel on mettait la photo de la personne et le soignant qui était là au moment de sa mort, inscrivait à sa manière, disait Madame une telle est partie ou est décédée ou nous a quittés. C'était sa manière à elle de prendre acte de ce décès et sur la page en face, les soignants pouvaient écrire quelque chose. Eh bien, ce rituel-là, c'est ce qui nous a permis aussi d'avoir tant de décès réguliers. Hein. C'était sans être dans un burn-out. Et c'était un rituel qui était absolument nécessaire. Alors, voilà, donc je crois que c'était la dernière question et que je suis donc invitée à clôturer cette conférence. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis bon courage à tous.